Une boule de croquet a roulé trop loin et a révélé quelque chose que personne n'était censé voir. Bienvenue à Vérités Obscures, je suis votre hôte, Léon. Dites-moi, d'où m'écoutez-vous aujourd'hui? Vos messages illuminent ce voyage. Je les lis tous. Maintenant, commençons Miss Marple et le crime derrière le match de croquet. C'était le genre d'après-midi d'été qui semblait emprunté à une décennie antérieure, plus paisible. La lumière du soleil tachetant la verdure du village, le parfum des lilas se mêlant à l'herbe fraîchement coupée et la douce choc des boules de croquet rythmant le brouhaha des conversations. St. Mildred's, charmant village niché entre les collines du Wiltshire et un méandre de la rivière Avon, s'était réuni au complet pour la collecte de fonds annuelle Croquet and Cream Tea, qu'organisée sur le domaine du manoir du défunt colonel Livingston, aujourd'hui occupé par sa belle-fille veuve, Madame Cecily Livingston. L'événement avait pour but de soutenir le toit de la paroisse, du moins c'est ce qu'on prétendait. En réalité, il servait de thermomètre social au village. Il mesurait qui montait dans la société, qui était tombé en disgrâce et qui avait commis quelques petites erreurs sociales impardonnables durant l'hiver. Le match de croquet fut le clou de la journée, non pas pour le sport en lui-même, mais pour les rivalités subtiles qu'il faisait émerger. Parmi les personnes rassemblées, Miss Marple était assise sous un parasol en toile rayée, une assiette de gâteau aux graines intactes sur ses genoux, ses yeux bleu pâle observant la foule avec un intérêt poli. Son tricot reposait à côté d'elle, oublié. Bien que la vieille détective célibataire fût ostensiblement retirée des affaires de meurtre et de chaos, le cœur humain, si souvent à l'origine des deux, demeurait sa plus vive curiosité. La partie de croquet avait débuté de manière assez innocente, même si Cecily avait insisté pour former des couples équilibrés afin d'éviter les accusations de favoritisme. M. Leonard Pike, l'avocat local, avait été associé à la jeune Daphne Warburton, récemment rentrée de Londres, après que ses brèves fiançailles avec un agent de change se soient terminées dans des conditions non précisées, mais manifestement scandaleuses. Le fils du boucher du village, Freddie Clark, avait été associé à contre-cœur à Madame Myra Preston, une veuve aux convictions théâtrales et aux opinions de plus en plus libérales. Et puis il y avait le docteur Geoffrey Channing et Madame Rosalind. Claire, leur union avait suscité plus que des interrogations. Le docteur Channing était respecté, certains diraient même vénéré, mais son attention envers Madame Claire, une femme mystérieuse et remarquable qui avait loué Honeysuckle Cottage 6 mois plus tôt seulement, avait fait jaser. Rosalind était d'une beauté tragique qui mettait mal à l'aise les villageoises. Veuve, sans photo de son défunt mari et habituée à se promener seule au crépuscule, elle avait soigneusement gardé son passé secret. « Je pense vraiment, » murmura Miss Marple à personne en particulier, « que les secrets, comme les boules de croquet, ont une curieuse façon de rouler dans des coins inattendus. » Le match continua, parfois interrompu par des éclats de rire, des halètements lors de tirs manqués et le léger tintement des tasses de thé. À un moment, Cecily Livingston se leva pour prononcer un discours sur l'unité paroissiale, au cours duquel Leonard Pike murmura quelque chose d'urgent à Daphné, qui rougit et détourna rapidement le regard. Puis, juste au moment où Madame Preston envoyait sa balle dans un arc propre à travers un cerceau, provoquant des applaudissements polis, un cri retentit. C'était aigu, singulier, empreint d'une horreur authentique. Le bruit provenait de derrière la haie ornementale qui bordait la bordure ouest de la pelouse. Plusieurs invités se levèrent aussitôt. Cecily laissa tomber son ombrelle. Freddie Clark, libéré des convenances, courut vers le bruit, tandis que d'autres hésitaient, partagés entre curiosité et bienséance. Miss Marple, canne à la main, se leva et se dirigea vers la source à un rythme étonnamment régulier. Derrière, la haie près de l'abri de jardin inutilisé, Daphne Warburton se tenait figée, la bouche tremblante, un maillet pendant mollement à une main. À ses pieds gisait le docteur Geoffrey Channing. Il était manifestement mort.
Sa tête avait heurté ou avait été heurtée un coin du chemin de pierre, mais une tache rouge s'était formée sur le laiton d'un cerceau de croquet tombé à proximité. Ses lunettes étaient de travers et il lui manquait une chaussure. L'autre pointait absurdement vers la tonnelle de rosiers. Madame Claire arriva quelques instants plus tard, entourée de Léonard Pike et de Freddy, sa main gantée se portant à sa bouche. « Oh, mon Dieu !» murmura-t-elle. « Geoffrey, non !» Quelqu'un appela un médecin. Un autre appela la police. Mais le docteur Channing était le seul médecin de Sainte Mildred, et ce fut mademoiselle Marple qui dit doucement à Cécilie « Vous devriez peut-être appeler l'inspecteur à Brackford. L'inspecteur Cray, il me connaîtra. » Cécile, pâle comme sa robe de lin, hocha la tête en silence et disparut dans le manoir. Daphné, quant à elle, n'avait pas bougé. Ses pupilles étaient dilatées par le choc. « Je n'ai pas... Je ne... voulais pas... Il est tombé, je crois. Je n'étais même pas près de lui. Pas vraiment. » Freddy voulut lui prendre le maillet, mais elle recula. « Ne me touche pas. » Miss Marple s'approcha et posa doucement une main sur le coude de la jeune fille. « Personne ne pense encore à rien, ma chère, » dit-elle avec une douce autorité. « Pourquoi ne pas t'asseoir sur le banc et te laisser te ressaisir, Tandis que la jeune femme était emmenée, Miss Marple laissa son regard s'attarder sur la scène. Une boule de croquet rouge reposait à quelques mètres du corps. La position du maillet et du corps suggérait une chute ou peut-être quelque chose de plus délibéré. Elle remarqua Rosaline Claire, en pleurs, mais le visage légèrement détourné de la foule, curieux comme certaines personnes pleurent sans larmes. « Pauvre Geoffrey !» dit Léonard Pike en sortant un mouchoir. « Ce n'était pas un jeune homme, mais c'est épouvantable. »« Oui, » répondit Miss Marple d'une voix douce. « Les accidents peuvent être terriblement soudains. Mais d'un autre côté, un meurtre aussi. » Un silence s'abattit sur le groupe, tandis que ces mots flottaient dans l'air estival. De retour près du chapiteau, les ragots avaient déjà commencé leur inévitable migration. C'était sûrement juste un terrible faux pas, qu'a déclaré Madame Hewitt, l'épouse du vicaire. « Eh bien, elle tenait un maillet, » murmura M. Lenton, le capitaine de marine à la retraite, « et il l'aimait beaucoup, vous savez. J'ai entendu dire qu'il allait quitter son cabinet. Il y a eu un scandale à Bath. » Miss Marple reprit sa place, son tricot intact. Elle contempla la place du village, à moitié vide. L'atmosphère festive irrémédiablement trouée. Elle fouilla dans son sac, non pas pour y chercher de la laine, mais pour prendre un petit carnet qu'elle portait parfois sur elle, lorsque ses pensées de jardinage prenaient une tournure moins horticole. Elle n'a écrit qu'une seule ligne. Le croquet est un jeu de position. Et le meurtre aussi. Le lendemain matin, le soleil eut l'audace de briller comme si aucun décès n'était survenu la veille. La rosée scintillait sur les rosiers et les pinsons gazouillaient dans les haies de Troène. Mais Sainte Mildred n'était plus la même. Un silence s'était installé sur le village comme un film, subtil mais perceptible, surtout pour ceux qui y prêtaient attention. Et Miss Marple était toujours attentive. Le meurtre, même si le mot était encore murmuré avec hésitation, était devenu le sujet principal de toutes les conversations. La postière, Madame Dray, prétendit être à mi-chemin de la distribution d'un télégramme lorsqu'elle entendit le cri. « Ça a dû résonner, bien sûr, » dit-elle au marchand de légumes, « car j'étais tout près de Church Lane, et on aurait dit que ça venait de juste à côté de moi. À la boulangerie, 2 hommes âgés débattaient autour de Crumpet pour savoir si une crise cardiaque ou un acte criminel était plus probable. Channing avait toujours l'air un peu pâle, argumenta M. Trimble en tapotant la cuillère, à sucre comme le marteau d'un juge. Peut-être que le soleil l'a mal pris, ou peut-être qu'autre chose l'a surpris, répondit l'autre. Il y a toujours plus dans ces choses qu'il n'y paraît. Tu te souviens de l'incendie du presbytère de 1946, mais si les ragots étaient le moteur, c'était Daphné Warburton qui en était devenue le moteur réticent. Sa vue, pâle et tremblante, le maillet à la main, était restée gravée dans tous les esprits.
Le fait qu'elle se soit trouvée près du corps lors de sa découverte, qu'elle ait crié et affirmé qu'il venait de tomber, n'avait fait qu'accroître les soupçons. À midi, 3 versions différentes des faits circulaient. Dans l'une, Daphné l'avait frappé dans un accès de rage. Dans une autre, il lui avait proposé une chose indécente et elle s'était défendue. Dans la troisième et la moins plausible, Channing était simplement tombé raide mort, et la pauvre Daphné avait paniqué. Miss Marple, assise à sa place habituelle près de la baie vitrée, écoutait sa gouvernante Florence raconter les dernières nouvelles autour d'un plateau de thé. « On dit qu'elle ne parle à personne, mademoiselle, enfermée chez les Warburton, juste elle et sa mère. La pauvre madame Warburton m'a toujours semblé fragile, nerveuse, vous savez. Je n'imagine pas ce qu'elle fait avec toute cette attention. Elles n'ont jamais été du genre à faire des histoires. »« En effet, » murmura Miss Marple en déposant une petite quantité de confiture sur son toast. « Et pourtant, nous y voilà. » Florence, qui trouvait le sang-froid de son employeur à la fois admirable et légèrement troublant, insista. « Et cette Rosaline Clare, eh bien, elle n'a presque pas montré son visage, pas depuis hier, dommage. Une si belle silhouette en plus, j'ose dire que c'est très gênant pour elle. » « Gênant, oui, mais pour qui exactement, je me demande. » À ce moment-là, on frappa à la porte d'entrée. Florence répondit, avant de réapparaître quelques secondes plus tard, l'air troublé. « C'est l'inspecteur Cray, mademoiselle. Il dit qu'il serait reconnaissant de lui dire un mot si vous le voulez bien. » Miss Marple esquissa un léger sourire. « Je m'y attendais. Faites-le entrer, s'il vous plaît. » L'inspecteur Jonathan Cray avait le visage perpétuellement bronzé et une attitude qui laissait penser qu'il regrettait souvent des délits plus simples, comme le vol de vélo. Il retira respectueusement sa casquette en entrant, saluant Miss Marple d'un signe de tête. « J'espère que je ne vous dérange pas. »« Pas du tout, » répondit-elle en désignant le fauteuil en face d'elle. « Je discutais justement des dernières théories du village sur la mort prématurée du docteur Channing. J'imagine que vous en avez entendu quelques-unes vous-même. » Il rit d'un air las. « Plus que je ne le voudrais, Miss Marple. Ce village est plus rapide qu'un téléscripteur en matière de spéculation. Et pourtant les faits doivent être en retard, dit-elle doucement. Cray se pencha en avant. C'est pour ça que je suis venu. Vous étiez sur la pelouse quand c'est arrivé. Pas sur les lieux, mais assez près. J'espérais connaître vos impressions. Pas forcément des preuves. Juste votre instinct. Miss Marple croisa les mains sur ses genoux. Instinct est un mot dangereux, inspecteur. Il peut souvent induire en erreur s'il n'est pas tempéré par l'observation. Je dirais que vous avez un bon historique pour mélanger les deux. Elle inclina modestement la tête, puis se fit pensive. Daphné Warburton, que sais-tu? D'elle? Pas grand-chose, admit-il. Elle reste discrète. Elle était revenue de Londres il y a 2 mois, après une liaison qui a mal tourné, je suppose. Oui, je me souviens d'elle, enfant. Timide, observatrice, pas du genre à provoquer ou à faire la comédie. Elle semblait sincèrement bouleversée hier, sous le choc. Elle avait le maillet dans sa main. Elle l'a fait, acquiesça Miss Marple. Mais je me demande, inspecteur, avez-vous demandé pourquoi? J'ai supposé qu'elle jouait et qu'elle l'avait à portée de main. Une supposition. Et si elle l'avait simplement ramassé? Ou avait voulu le rendre? Insigne, ou oserais-je dire, l'avait trouvé là où il ne devait pas être. Cray émit un léger sifflement. Tu crois qu'elle est tombée sur quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir? Miss Marple ne répondit pas directement. Avez-vous remarqué la chaussure manquante du docteur Channing? Oui, on l'a trouvée à 1,50 m de lui sous la haie. C'est bizarre, certes, mais peut-être qu'il a été enlevé à l'automne. Peut-être, dit-elle. Mais il est rare qu'on tombe avec une telle force qu'on puisse déloger une chaussure à lacets. Je me demande, la languette était-elle rentrée? Il cligna des yeux. Quoi? Peu importe, dit-elle rapidement. Les petits détails, j'ai l'habitude de les collectionner. Cray hésita. Mademoiselle Marple, vous ne croyez pas que c'était un accident? Je crois rarement aux coïncidences, répondit-elle.
surtout pas quand il s'agit de maillets de croquet et de taches cramoisies. Ce soir-là, l'ambiance au manoir Livingstone était tendue. Cécilie avait insisté pour respecter l'horaire, et le jardin était donc à nouveau ouvert, cette fois pour un modeste cercle de prière à la mémoire du docteur Channing. Mais la participation était clairsemée et l'atmosphère était étouffante. La théière était devenue froide. Rosaline Claire arriva en retard, vêtue non pas de noir, mais d'une soie mauve discrète, un choix curieux qui n'échappa pas à Miss Marple. Son expression était indéchiffrable. Elle s'excusa de son retard, les lèvres pincées, puis s'assit à côté du vicaire, l'air de quelqu'un qui subit un cours ennuyeux. Cécilie se tenait raide près du treillis de rosiers, les bras croisés. Elle a à peine versé une larme, murmura-t-elle à Léonard Pike. S'ils étaient si proches, pourquoi ne fait-elle pas semblant? Léonard répondit « Peut-être que le deuil prend de multiples formes, ou peut-être qu'elle cache encore plus de choses. » Miss Marple, assise à proximité, entendit. Elle inclina légèrement la tête, comme si elle suivait le son d'une mélodie lointaine. Tandis que le vicaire lisait l'Ecclésiaste, Miss Marple laissa son regard dériver sur l'assemblée, Rosalinde regardant droit devant elle mais jouant avec un bracelet. Daphné totalement absente, apparemment sous sédatif. Freddie Clark ruminant dans un coin, les bras croisés trop serrés pour être confortable. Et à ce moment-là, quelque chose s'est installé dans son esprit. Non pas une conclusion, mais une connexion. Le lendemain matin, elle se leva tôt et se dirigea vers le bord du terrain de croquet où le meurtre avait eu lieu. L'endroit avait été nettoyé. La tache de sang avait disparu. Mais Miss Marple ne s'attarda pas sur l'évidence, mais sur les irrégularités. Le mauvais alignement du chemin de pierre, un anneau de croquet cassé à moitié enfoui dans le sol et une légère éraflure près de la haie. « Intéressant », murmura-t-elle. Depuis une fenêtre, Cécilie Livingstone l'observait, les bras croisés. « Elle a toujours l'air si inoffensive », se dit-elle, comme une fleur fanée pressée dans un livre. Mais d'une certaine manière, elle est toujours au cœur de l'action, n'est-ce pas? Derrière elle, le téléphone sonna, et avec lui, l'histoire de Sainte Mildred commença à basculer une fois de plus. L'inspecteur Cray revint à Sainte Mildred le lendemain matin, un grand dossier en cuir, sous le bras, un sillon plus profond sur son front que la veille. L'enquête était prévue pour jeudi, soit dans 3 jours, mais il était déjà clair que le coroner ne qualifierait pas la mort du docteur Geoffrey Channing de simple accident. Trop d'irrégularités, trop de murmures. Sur la place du village, la vie persistait avec son étrange capacité à continuer. Des enfants passaient à vélo devant la boulangerie. Monsieur Lenton maudissait son journal manquant. Et pourtant, dans les yeux des villageois, une certaine nervosité transparaissait. Telle une ondulation dans un étang après une pierre invisible. Miss Marple, après avoir brièvement cueilli ses pois de senteur, prit place comme à son habitude dans un coin du salon de thé. Elle y retrouva une vieille connaissance, Miss Emily Summersby, une femme qui avait passé des décennies au cœur de tous les grands scandales sans jamais être impliquée dans un seul. « Tu ne vas pas le croire », dit Emily en se penchant. Par-dessus la table, baissant la voix, même si personne ne l'écoutait vraiment. « On dit que la police a fouillé le cottage de Madame Claire ce matin. »« Oh ?» Miss Marple sirota son thé avec la même grâce sereine qui apaise les tempêtes. « Et qu'espéraient-ils trouver si je puis me permettre ?»« Des lettres, » dit Émilie avec joie. « Apparemment, Geoffrey lui a écrit toutes sortes de choses. Des lettres d'amour, dit Cécilie, et si elle les a, elle pourrait se révéler, scandaleuse. » Miss Marple remuait lentement son thé, laissant le tintement de la cuillère ponctuer le silence. « Le problème avec les lettres, songea-t-elle, c'est que les gens écrivent rarement ce qu'ils pensent, et encore plus rarement ce qui les incrimine. » Émilie pinça les lèvres. « On dirait que tu en as lu quelques-uns. Plus que ce à quoi on pourrait s'attendre. » Pendant ce temps, l'inspecteur Cray était au manoir Livingstone, debout, raide, dans le salon, tandis que Cécilie l'observait derrière son cercle à broder. « J'aurais dû m'attendre à quelque chose comme ça. »
dit-elle froidement, tirant un fil à travers une mousseline pâle. Geoffrey avait un faible pour les femmes théâtrales. Madame Claire semble assez calme, répondit prudemment Cray. Seulement en apparence. Elle a toujours joué la veuve tragique. Mais Geoffrey, c'était un homme respecté. Il n'avait pas besoin de drame, il avait besoin de discrétion. Cécilie leva les yeux. Et Daphné Warburton, c'était juste une diversion, une enfant. J'imagine que Rosalind détestait ça. Cray griffonna quelque chose dans son carnet. Le docteur Channing a-t-il déjà mentionné se sentir menacé ou perturbé? Cécilie eut un petit rire. C'était un homme. Il ne parlait pas de ces choses-là. Il était bien plus enclin à tout garder pour lui et à laisser les choses s'envenimer, comme la plupart des hommes de son espèce. Non, inspecteur, je ne crois pas qu'il ait vu venir ce qui allait arriver. S'il l'avait su, il n'aurait pas joué au croquet aussi joyeusement la veille. Et les problèmes financiers? Demanda Cray. Des soucis d'argent? Cécilie marqua une pause. Ça, je ne saurais le dire. Je m'occupe des livres de compte, mais son cabinet était séparé. Ça ne m'étonnerait pas, cependant. Rosalind Clare n'était pas vraiment dotée. Alors que Cray quittait le manoir, Miss Marple apparut près de la porte du jardin. « Ah, Miss Marple, la salua-t-il. Vous prenez votre congé du matin? Pas tant constitutionnel, dit-elle doucement, que curieux. » Cray eut un sourire narquois. « Tu n'es pas la seule. Tout le village est en effervescence. J'ai même eu des témoignages d'il y a 3 mois. Une femme a dit avoir vu Daphné pleurer dans le cimetière. Une autre a entendu des voix fortes près de la poste la veille du match. « Des voix élevées ?» demanda-t-elle doucement. « Entre Daphné et Rosalind Clare. »« Voilà qui est intéressant, » dit Miss Marple. De retour à Honeysuckle Cottage, Rosalind Clare était assise sur un canapé vert pâle, les mains immobiles sur ses genoux. Sa maison, décorée avec goût et une touche légèrement continentale, ne laissait aucune impression de deuil. Pas de rideau tiré, pas de lys fané. Aucun signe de chagrin si ce n'est le pli qui se creusait entre ses sourcils. « Je n'ai rien à voir avec la mort de Geoffrey, » dit-elle calmement à l'inspecteur Cray. « Et je ne comprends pas pourquoi tout le monde pense que c'est le cas. »« Personne ne vous accuse, Madame Clare, » répondit Cray. « Mais je dois vous demander, aviez-vous une relation avec le docteur Channing ?» Elle sourit, l'ombre d'un sourire. « Définissez une relation, inspecteur. Il m'a rendu visite. On s'est promené. On a échangé nos opinions sur la poésie et la politique. Je ne lui ai jamais rien promis. Était-il amoureux de toi? Je ne crois pas, dit-elle après une pause. Il était flatté par ma compagnie. Ce n'est pas la même chose, même si certains hommes confondent les deux. Et Daphné Warburton. Rosalind hésita, puis expira lentement. Elle était jalouse. Geoffrey l'appréciait, certes, mais pas comme elle l'espérait. Elle est jeune, vulnérable, et a tendance à s'imaginer des attachements là où il n'y en a pas. Je ne la voyais pas comme une menace, mais Geoffrey a mentionné qu'elle lui avait écrit une lettre. Une lettre. C'est une histoire plutôt dramatique, d'après ce que j'ai compris. Elle a dit qu'elle ne supportait pas de le voir avec moi, qu'elle préférait mourir ou quelque chose du genre. Cray prit une note, puis leva les yeux. « Et où est cette lettre? » « Elle a disparu. Brûlée, je suppose. Geoffrey était très prudent avec ce genre de choses. » Miss Marple, passée à la bibliothèque du village en rentrant chez elle, réfléchit à ce qu'elle avait entendu. Le bibliothécaire, M. Penfold, avait partagé une anecdote curieuse. Le docteur Channing avait récemment emprunté un livre sur les poisons médicaux légaux. « Choix étrange, » avait dit Penfold, étant donné qu'il était médecin généraliste. Et puis il y avait Daphné. Personne ne l'avait revue depuis l'incident. Miss Marple fit un détour par la résidence Warburton. C'était une maison étroite à 2 étages, avec une clématite rampante et des volets blancs écaillés. Elle frappa doucement. Au bout d'un moment, la porte s'ouvrit en grinçant. Madame Warburton se tenait dans le couloir, les mains tordant le coin de son tablier. « Elle dort, dit-elle d'une voix tendue.
Ils lui ont donné un calmant. « Je ne resterai pas longtemps, » dit gentiment Miss Marple. « Mais j'ai pensé que de la camomille pourrait aussi faire du bien, un remède plus naturel, et peut-être quelqu'un pour vous écouter. » Madame Warburton hésita, puis ouvrit la porte plus largement. À l'étage, Daphné était allongée, recroquevillée sous une couverture au crochet. Son visage était pâle, mais ses yeux s'ouvrirent à l'entrée de Miss Marple. « Je ne l'ai pas fait, » dit-elle, avant même que Miss Marple n'ait prononcé un mot. « Je ne l'ai pas tué. Personne ne l'a dit, ma chère. »« Mais il le pense, » murmura-t-elle. « Tout le monde le pense. J'ai vu comment il me regardait. » Miss Marple s'assit près du lit. « Raconte-moi ce qui s'est passé, comme tu t'en souviens. » Daphné prit une inspiration. « On venait de jouer notre tour. J'allais chercher de la limonade. J'avais laissé mon maillet près de la haie et je suis allé le récupérer. C'est là que je l'ai vu par terre. Je ne savais pas quoi faire. J'ai crié. Je jure que je ne lui avais même pas parlé ce jour-là. Personne ne t'a vu avant ça. Non, j'étais seul. Et le maillet, c'était à toi? Oui, mais je ne l'ai pas frappé, je le jure. » Miss Marple lui tapota la main. « Je te crois, Daphné, mais parfois la vérité a besoin d'être révélée. » Elle se leva et se retourna vers la porte. « Une dernière question. As-tu écrit une lettre à Geoffrey ?» Daphné le fixa du regard. « Oui, » dit-elle au bout d'un moment, « mais je ne le pensais pas, j'étais juste bouleversée. Qu'as-tu écrit? Qu'il me faisait me sentir invisible, que je n'aurais jamais dû revenir, que ce serait peut-être plus facile si je n'étais pas là. » Le regard de Miss Marple était très doux. « Ce n'était pas une confession, ma chère, c'était un cri. » Alors qu'elle retournait dans la lumière déclinante de l'après-midi, Miss Marple s'arrêta sous les branches ondulantes d'un être pourpre et regarda une fois de plus vers le terrain de croquet. Quelque part au milieu des ragots, du chagrin et de la culpabilité, la vérité filtrait comme de la fumée à travers les fissures de la façade du village, et elle avait l'intention de le suivre jusqu'à sa source. Le village de Saint-Mildred avait bien des qualités, pittoresque, bavard, rongé par des rivalités secrètes, mais surtout il était prompt à formuler des jugements. Et dès le lendemain de la mort du docteur Channing, le jugement collectif avait commencé à se cristalliser comme de la crème dans une bouteille laissée trop longtemps au soleil. Daphné Warburton, autrefois simple objet de pitié silencieuse et de vague curiosité, était devenu le nom murmuré à voix basse dans le bureau de poste, murmuré entre 2 tasses de thé et échangé silencieusement en regards à travers les bancs de l'église Saint-Mildred. Elle avait le maillet à sa main. Elle était jalouse, tout le monde le savait. J'ai toujours dit qu'elle était trop tendue. On ne peut pas se retenir longtemps. Ce n'était pas la justice que recherchaient les villageois, mais la symétrie. Et Daphné, avec son attitude, fragile et ses rêves brisés, s'adaptait au rôle de la jeune fille rejetée devenue femme désespérée, avec une aisance inconfortable. L'inspecteur Cray, bien que plus prudent que les villageois, ne se fiait pas aux apparences. Ce matin-là, il retourna à la maison des Warburton, non pas pour la jeune fille, mais pour parler à sa mère, Madame Warburton, une femme qui se tenait avec la grâce fragile d'un portrait défraîchi, le salua avec une politesse forcée. Ses joues étaient pâles, ses yeux cernés par l'insomnie. « Je sais pourquoi vous êtes ici, inspecteur, » dit-elle avant qu'il puisse parler. « Vous voulez savoir si je pense que ma fille est capable de meurtre. Je préférerais entendre vos pensées sans les diriger, » répondit Cray. Elle esquissa un sourire dénué d'humour. « Alors tu seras déçu. Je n'ai pas eu une pensée claire depuis des jours, que de l'appréhension. » Il a attendu, Madame Warburton s'assit au bord du canapé, le dos raide. « Daphné, elle a toujours été sensible. Pas faible, remarquez. Elle a une certaine détermination tranquille, mais elle ressent les choses profondément et le cache souvent aux autres. À son retour de Londres, elle était changée, pas brisée mais meurtrie. J'ai pensé que le village pourrait l'aider à retrouver son équilibre. Et elle l'a fait. Je le pensais, murmura-t-elle.
Jusqu'à tout ça. Il hésita. Saviez-vous qu'elle avait des sentiments pour le docteur Channing? Madame Warburton détourna le regard. Une mère voit des choses, inspecteur, mais Daphné n'en parlait jamais. Elle n'était pas du genre à le déclarer. Elle l'observait simplement, je suppose. Elle l'admirait, je crois qu'elle espérait. A-t-elle déjà mentionné Madame Claire? Son expression s'assombrit. Une seule fois. Elle a dit que Madame Claire lui rappelait les femmes de roman, celles qui portent des robes de chambre en soie, ont un passé tragique et détruisent tout ce qu'elles touchent. Gray ferma lentement son carnet. Merci, ce sera tout pour le moment. Pendant ce temps, Miss Marple, toujours discrète, s'était rendue chez le boucher, non pas pour une épaule d'agneau, comme elle le prétendait, mais pour un mot discret, avec Freddie Clark. Le fils du boucher était un personnage étrange au village, depuis son retour du service militaire. Grand, large d'épaules et colérique, Freddie avait été un camarade de classe de Daphné, même si leurs chemins s'étaient séparés depuis longtemps. Il avait pourtant assisté au match de croquet, en binôme avec Madame Preston, même si son attention s'était souvent portée sur Daphné. Miss Marple entra dans la boutique au moment où Freddie s'essuyait les mains sur son tablier. « Bonjour, Monsieur Clark. Une belle journée, n'est-ce pas ?» Il hocha la tête. « Il fait un peu chaud pour l'automne, à mon avis. Je ne prendrai pas trop de votre temps. Je me demandais simplement si vous pouviez me raconter vos souvenirs du match. Plus précisément, tout ce que vous avez remarqué et que d'autres auraient pu oublier. » Freddie haussa les épaules. Ça ne semblait pas inhabituel jusqu'au cri. Puis ce fut le chaos. Les gens couraient. La pauvre Daphné avait l'air d'avoir vu un fantôme. Elle tenait un maillet, dit doucement Miss Marple. Ça ne veut rien dire, rétorqua-t-il. N'importe qui aurait pu le ramasser. Je suis tout à fait d'accord, dit-elle doucement. Et dites-moi, Monsieur Clark, étiez-vous proche de Daphné? Récemment, je veux dire. Sa mâchoire se serra. Pourquoi? Parce que je me demande, voyez-vous, si la jalousie ne joue pas un rôle plus important dans cette histoire qu'on ne l'imagine. Et je ne parle pas seulement de Daphné. Je n'étais pas jaloux, marmonna-t-il. Je n'ai jamais dit que tu l'étais. Mais je pense que tu tenais à elle, et tu tiens toujours à elle. Cela peut obscurcir le jugement, surtout quand on voit quelqu'un qu'on admire souffrir. Les yeux de Freddie lancèrent des éclairs. Si Geoffrey Channing lui faisait du mal, je... Oui, demanda-t-elle. Il se reprit. Je n'ai rien fait, Miss Marple, si c'est ce que vous cherchez. Je ne t'ai jamais accusé. Mais parfois, quand on est trop concerné, on réagit trop vite. Je me demande, le docteur Channing savait-il ce que tu ressentais pour Daphné? Freddie ne dit rien, se retourna simplement et commença à réorganiser les plateaux de saucisses. Miss Marple le remercia poliment et partit. Elle se dirigea vers le petit cottage, à l'orée du pré, où vivait Leonard Pike. Le notaire, bien que moins âgé, conservait une dignité prudente et un sens du détail encore plus aiguisé. Elle le trouva en train de tailler ses haies, toujours en gilet. « Je vois que la loi ne dort jamais, » dit-elle avec un sourire. « Mademoiselle Marple, » dit-il en se redressant, « si seulement la loi était aussi efficace que la rumeur dans ce village. » En effet, et pourtant, les rumeurs naissent souvent de la vérité. J'aimerais vous poser une question sur un sujet qui me préoccupe. Il fit un geste vers une chaise de jardin. Bien sûr. Miss Marple s'assit. Le testament du docteur Channing. En avez-vous connaissance? Pike cligna des yeux. Tu crois que c'était motivé par l'argent? Je crois, dit-elle doucement, que beaucoup de crimes le sont, ou du moins comportent une part d'argent derrière, même si l'acte lui-même est émotionnel. Pike soupira. Il se trouve que oui, j'ai contribué à la rédaction d'un codicile au printemps dernier. Le docteur Channing a légué la majeure partie de ses biens à sa nièce d'Oxford. Mais il avait récemment ajouté une petite clause, une allocation annuelle à Madame Claire. Curieux, murmura Miss Marple. Et à Daphné? Rien, même s'il a payé les ordonnances de sa mère par le passé. Et ce codicille, était-il signé? Authentifié? Oui, Madame Claire et moi en avons été témoins. Sa légalité ne fait aucun doute. Je vois,
dit-elle en plissant légèrement les yeux. Et depuis quand dis-tu que ça a été ajouté? Mars. Ce qui se passerait peu de temps avant le retour de Daphné au village. Assez. Tandis que Miss Marple se levait pour partir, Pike ajouta « Vous ne pensez tout de même pas que Madame Claire l'a tué pour une allocation? Ce n'est pas une fortune. » « Il y a des gens qui ont tué pour moins cher, » répondit-elle. « Mais je ne sais pas encore ce qui avait vraiment de la valeur pour Madame Claire, ni pour Daphné. D'ailleurs, cet après-midi-là, l'inspecteur Cray convoqua une réunion discrète à la salle des fêtes. Seuls quelques invités furent invités, dont Cecily Livingstone, Madame Claire et Freddie Clark. L'objectif, en apparence, était de passer en revue les échéances et de préciser les détails. En réalité, il s'agissait de tester les réactions. Cecily fut brusque, corrigeant Cray sur des détails qu'il n'avait même pas remis en question. Rosaline Claire était calme et presque royale, parlant avec l'assurance de quelqu'un qui a répété. Freddie était nerveux, parlait peu, a les yeux se tournant vers Rosalind, alors qu'il pensait que personne ne le remarquait. Alors que le groupe se séparait, Miss Marple se pencha vers l'inspecteur. « Et qu'en pensez-vous »« Je pense, murmura-t-il, qu'ils mentent tous, mais pas nécessairement sur la même chose. Et tu as raison, dit-elle avec une assurance tranquille. Mais je ne pense pas que le mensonge que nous cherchons ait déjà été proféré. Il attend toujours, rangé comme un bout de papier dans un tiroir inutilisé. Et sur ce, elle se tourna vers le village ombragé, où la vérité se cachait parmi les cœurs emmêlés et les haies bien taillées. Le lendemain de la réunion silencieuse de l'inspecteur Cray à la salle des fêtes, le temps était gris et humide, le genre de temps qui mouille le linge et apaise les esprits. À St. Mildred's, les esprits commençaient déjà à s'échauffer sous la surface. Les murmures avaient détourné l'attention de Daphné vers Freddie Clark et de Rosaline Claire vers Cecily Livingstone, circulant avec l'élan indifférent des feuilles d'automne emportées par le vent. Mais Miss Marple savait qu'il valait mieux ne pas suivre le vent. Elle préférait chercher ce qui restait immobile, ce qui n'avait pas bougé, n'avait pas changé, parce qu'il était resté caché depuis toujours. Ce matin-là, tandis que Florence s'occupait à polir l'argenterie, Miss Marple glissa son tricot dans un petit sac de paille et se dirigea vers le terrain de croquet du domaine de Livingstone. Le manoir était silencieux. Cecily était partie à Brackford pour une réunion du conseil paroissial, et le jardinier était introuvable. La pelouse avait été nettoyée depuis longtemps. Les anneaux de croquet étaient soigneusement empilés dans une caisse en bois, et les maillettes trônaient sur leur support à côté du hangar à matériel. Rien à voir, auraient dit la plupart. Rien d'extraordinaire. Mais Miss Marple n'était pas la plupart. Elle arpenta lentement la pelouse, ses chaussures à semelles souples faisant à peine un bruit. Son regard passa des haies aux dalles bordant la pelouse. Elle s'arrêta à l'endroit même où le docteur Channing avait été retrouvé, là où Daphné se tenait, le maillet serré à la main, stupéfaite et tremblante. Là, à l'ombre d'un mûrier noueux, Miss Marple s'agenouilla et écarta quelques feuilles sèches. Le sol avait été remué subtilement, comme si quelqu'un l'avait gratté avec une chaussure avant de tenter de masquer la trace. Une légère empreinte accrochait la lumière. Ses doigts traçaient délicatement la forme, ovale, peu profonde, et entourée de légères traces de cuir. Une très bonne note. Miss Marple se releva lentement, son regard s'aiguisant. L'empreinte était trop éloignée de l'endroit où Channing avait atterri pour appartenir à Daphné. Elle était orientée dans la mauvaise direction, à l'opposé du lieu de la chute. Non, elle n'avait pas été laissée par la panique ou la précipitation. Elle avait été placée délibérément par quelqu'un se tenant derrière la haie. Et ce n'est pas non plus une chaussure d'homme. Elle s'approcha de la remise à outils. Une petite caisse, légèrement entr'ouverte, était posée à côté. À l'intérieur se trouvaient des restes de cerceaux de croquet, une vieille corde et une serviette en papier usée, légèrement tachée de rouge à lèvres. Elle la retourna pensivement, rose pâle. Le bord était taché comme s'il avait été taché à la hâte.
Du rouge à lèvres avait été appliqué quelques instants avant ou après le meurtre. Chose étrange, à moins de vouloir sauver les apparences, malgré la culpabilité. Rosalind Clare avait porté du rouge à lèvres rose pâle lors du cercle de prière. Miss Marple glissa la serviette dans sa poche et retourna sur le chemin, les sourcils froncés. Alors qu'elle approchait de la route principale, elle faillit percuter Leonard Pike, l'avocat. Il était rouge et haletant, visiblement en pleine promenade matinale. « Mademoiselle Marple !» s'exclama-t-il. « Vous repartez pour vos explorations botaniques ?»« Je profite simplement de l'air, » répondit-elle d'un ton léger. « Mais je dois dire que je me suis intéressé aux empreintes de pas ce matin. » Pike cligna des yeux. « Des empreintes de pas. On en apprend tellement sur quelqu'un par sa démarche, vous ne trouvez pas? Direction, intention, et même tromperie. » Ses yeux clignèrent. « Eh bien, je suppose que c'est aussi vrai dans les salles d'audience. Oui. À ce propos, vous souvenez-vous si le docteur Channing a déjà tenu un journal? Un journal? Je pense qu'il avait beaucoup de choses à confier, sinon aux autres, du moins à lui-même. Je ne saurais pas dire. On n'en a jamais parlé. » Miss Marple sourit. « Bien sûr que non. Les gentlemen le font rarement. » Plus tard dans la journée, l'inspecteur Cray passa au cottage de Miss Marple. Il accepta son thé avec gratitude et se laissa aller dans son fauteuil en gémissant. « Des progrès, inspecteur ?» demanda-t-elle en posant une assiette de biscuits aux noix à côté de lui. Trop de fils conducteurs. Rien ne se relie encore. Le tempérament de Freddie Clark, le chagrin de Daphné, le mystère de Madame Clare. Chacun d'eux pourrait avoir un mobile, mais l'opportunité, c'est plus difficile à résoudre. Miss Marple remua son thé. Avez-vous déjà pensé que l'opportunité se présente souvent sous le couvert du hasard? Il haussa un sourcil. Vas-y. Elle sourit faiblement. Prenez Madame Clare, par exemple. Elle est arrivée au village discrètement, a loué un cottage, s'est liée d'amitié avec le veuf le plus prometteur, puis a obtenu une clause dans son testament. Curieux, non? Coïncidence? Peut-être. Mais réfléchissez bien. Elle était aussi l'une des dernières à être aperçue près de la haie avant le cri. Elle a prétendu être près de la table des rafraîchissements. Oui, dit doucement Miss Marple, mais personne ne se souvient de l'avoir vue. Là, à ce moment précis. Seulement après, lorsqu'elle a couru sur les lieux. Cray fronça les sourcils. « Tu crois qu'elle était derrière la haie ?»« Je crois, » dit Miss Marple, « que quelqu'un l'était, et ils observaient attentivement. » Elle a ensuite retiré la serviette en papier de son sac et la lui a passée. Il l'examina. « Du rouge à lèvres ?» Rose pâle. « Le même que celui porté par... Madame Clare, trouvé près du hangar à matériel. » Cray parut pensif. « Ce n'est pas grand-chose, Miss Marple. »« Non, » acquiesça-t-elle. « Mais c'est quelque chose. Et souvent ce sont les plus petites choses qui se révèlent les plus importantes. » Ce soir-là, à la tombée de la nuit, Miss Marple se rendit au cimetière. Non pas pour des raisons spirituelles, mais parce que Daphné Warburton était connue pour s'y promener en cas de détresse. Effectivement, elle trouva la jeune fille assise sur un banc usé sous l'if, les genoux repliés, les yeux rouges, mais alerte. « Je pensais que tu étais peut-être là, » dit doucement Miss Marple, point Daphné. « Ne bougea pas. Ils vont me blâmer, je le sais. Les gens ont peur, ma chère, et les gens effrayés recherchent souvent les réponses les plus simples. Mais je ne l'ai pas tué. Je te crois. » Daphné se retourna brusquement, les yeux exorbités. Alors pourquoi ne veulent-ils pas écouter? Parce que le monde, voyez-vous, récompense souvent la performance plutôt que la sincérité. Rosalind Clare est très performante. Daphné baissa la tête. Elle me détestait. Oui, et pourtant elle prétendait s'en moquer. Je ne comprends pas. La voix de Miss Marple s'adoucit. Le docteur Channing était un homme qui avait besoin d'admiration. Il aimait être désiré, peut-être même indispensable, mais il refusait toute implication. Avec vous, avec Rosalind, avec qui que ce soit. Daphné ne dit rien. Je crois qu'il a essayé de rompre, avec vous deux. Toi avec ta lettre.
Rosalind avec ses attentes. Et je crois que quelqu'un a mal pris ce rejet. Daphné leva les yeux. Tu crois que c'est elle qui a fait ça? Je crois que quelqu'un attendait derrière une haie avec un maillet, non? Pas pour affronter, mais pour observer. Et lorsque l'occasion s'est présentée, il a agi. Daphné tremblait. Me croiront-ils un jour? Miss Marple posa une main chaleureuse sur son épaule. Ils le feront. Mais d'abord, nous devons trouver ce qui a vraiment été brisé cet après-midi-là, au-delà du match de croquet. Alors que Miss Marple rentrait chez elle, la cloche de l'église sonna 8 heures. La lumière déclinait, mais dans son esprit, les pièces du puzzle commençaient à prendre forme. Un maillet mal placé, une serviette tachée, une trace de talon dans le sol. Et un testament rédigé des mois auparavant, mais dont les échos remontaient à plus loin que quiconque au village n'osait l'admettre. Elle ne connaissait pas encore toute l'histoire, mais elle savait désormais qu'il ne s'agissait pas seulement d'une histoire de passion. Il s'agissait de pouvoir, et de ce que les gens étaient prêts à faire pour le conserver ou le reconquérir. Le mercredi, Sainte Mildred avait atteint un tel degré d'anxiété collective que les villageois commencèrent à parler d'un ton tranché de choses qu'ils ne pouvaient pas savoir. La rumeur, toujours présente dans le jardin du village, était désormais en pleine floraison. Au centre se tenaient les 3 personnes qui avaient attiré l'attention la plus scrutée, Daphné Warburton, Freddie Clark et Madame Rosalind Clare. Pourtant, sous le bavardage apparent, quelque chose de plus subtil commençait à se manifester, un malaise ancré non seulement dans le meurtre lui-même, mais aussi dans les vieux secrets enfouis qu'il avait révélés. L'inspecteur Cray le percevait dans les réponses hésitantes de ceux qui étaient autrefois disponibles, et Miss Marple le ressentait dans les absences soudaines, les regards détournés lorsque des noms étaient prononcés. Ce matin-là même, Miss Marple décida qu'il était temps d'insister sur quelques vieilles blessures, de taquiner, non d'accuser. Elle enfila son cardigan gris tourterelle, s'arma d'un panier de scones pour une visite et se dirigea vers Honeysuckle Cottage. Rosalind Clare ouvrit la porte elle-même. Elle semblait plus calme que jamais, ses cheveux noirs soigneusement coiffés, son expression indéchiffrable. « Mademoiselle Marple, dit-elle en haussant légèrement les sourcils, « je n'attendais pas de visite. »« Je ne resterai pas longtemps, » répondit gentiment Miss Marple. « Je pensais juste que vous apprécieriez quelques scones. Florence en a fait trop, et c'est dommage de gâcher de bons raisins de Corinthe. » Rosalind hésita puis s'écarta. « Entrez. » L'intérieur du cottage était chaleureux mais soigné, à l'image de la femme elle-même. Dos de livres défraîchis, bois poli, et pas un grain de poussière en vue. Ils étaient assis près de la cheminée, où une faible flamme brûlait malgré la douceur du temps. Miss Marple lui tendit le panier et commença, l'air innocent, « C'est curieux comme les villages se souviennent des choses différemment. Vous ne trouvez pas? On pourrait croire que les faits sont figés, et pourtant la mémoire est une chose tellement théâtrale. » Rosalind lui offrit un sourire poli. « Suggérez-vous que quelqu'un se souvient mal de moi? Pas forcément vous, ma chère, mais peut-être les circonstances. Prenez le docteur Channing, par exemple, un homme que beaucoup trouvaient admirable, et pourtant l'admiration ne suscite pas toujours l'affection. » Rosalind sirota lentement son thé. « Je suppose que tu as raison. J'ai cru comprendre qu'il s'était montré plutôt généreux envers vous. Une allocation dans son testament, rien de moins. » Rosalind ne broncha pas, mais sa voix baissa légèrement. « Oui, il me l'a proposé volontairement. Je n'ai rien demandé. Et pourtant, vous deviez savoir que d'autres parleraient. Ils le font toujours. » Son regard se porta vers la fenêtre. « Laisse-les faire. » Miss Marple inclina légèrement la tête. On se demande cependant ce qui a pu provoquer ce changement d'attitude. Certains disent qu'il était devenu distant ces derniers temps. Il y eut un silence. Rosalind posa sa tasse. « C'est ce qu'ils disent. Je ne répète pas les ragots. J'en étudie simplement les tenants et aboutissants. » Rosalind se leva et lissa les plis de sa jupe. « Geoffrey était un homme gentil mais faible. Je me suis trompé.
Je pensais avoir trouvé quelqu'un de stable, quelqu'un qui comprenait la perte. Mais finalement, il a hésité. Je crois qu'il avait honte de notre amitié. À cause de Daphné? À cause de tout le monde, rétorqua-t-elle sèchement avant de s'adoucir. Il détestait le scandale plus que la vérité. Miss Marple se leva à son tour et posa une main douce sur le bras de la jeune femme. Parfois on cherche refuge dans la vie d'autrui parce qu'on ne veut pas affronter la nôtre. L'expression de Rosalinde vacilla l'espace d'un instant, et à cet instant, Miss Marple perçut quelque chose de brut et d'inattendu, non pas de la culpabilité, mais de la peur. Elle prit congé peu après et retourna d'un pas rapide vers le chemin. À mi-chemin, elle croisa Freddie Clark adossé au portail de la boucherie de son père, les bras croisés, le regard noir. « Miss Marple », dit-il en hochant la tête avec tension. « Monsieur Clark », répondit-elle avec cette douce autorité qui ne masquait jamais vraiment son but. « C'est une belle matinée, même si les nuages laissent présager un changement. » Freddie n'a rien dit. « Veux-tu marcher avec moi un instant ?» demanda-t-elle. Un peu de compagnie en chemin ne fait jamais de mal. Il hésita, puis se mit à marcher à ses côtés. « J'ai entendu dire que Daphné et toi étiez proches autrefois. » commença-t-elle. « Camarade de classe ?» Il hocha la tête. Elle était toujours intelligente, plus discrète que les autres. Je l'aidais en arithmétique. Et plus récemment? L'as-tu beaucoup vue après son retour de Londres? De temps en temps, dit-il, pas autant que je l'aurais souhaité. À cause du docteur Channing? Il s'arrêta de marcher. Tu crois que j'étais jaloux? Je pense, dit Miss Marple en s'arrêtant pour le regarder, qu'il est très difficile de voir quelqu'un qu'on aime perdre sa confiance, et encore plus difficile quand on ne peut rien y faire. Freddie fronça les sourcils. Je voulais la protéger, c'est tout. Channing l'a utilisée, l'a menée en bateau. Puis, il a reporté son attention sur cette femme au cottage. Daphné était humiliée. Tu penses que Daphné l'a confrontée? La mâchoire de Freddie se crispa. Non, ce n'est pas elle. Mais je les ai vus, la veille du match, au bord de la rivière. Il était en colère. On aurait dit qu'elle pleurait. Miss Marple plissa les yeux. Avez-vous entendu ce qui a été dit? Non. Mais il est parti furieux. Elle est restée plantée là, comme pétrifiée. Merci, dit-elle doucement. Plus tard, dans l'après-midi, alors que l'inspecteur Cray triait les déclarations des témoins, une note lui parvint de l'écriture soignée et bouclée de Miss Marple. Cher inspecteur, je crois que vous trouverez la clé de ce mystère non pas dans la personne qui a été vue, mais dans celle qui a veillé à ce qu'elle soit vue, pas s'il y a quelque chose de très révélateur chez une femme qui se poudre le nez et se remet du rouge à lèvres quelques instants après qu'un homme a été tué. Cordialement, J.M. Cray plia lentement la lettre, puis attrapa son chapeau. Il était un peu plus de 17 heures lorsqu'il frappa à la porte de Cecily Livingstone. Elle semblait calme mais tirée, son chemisier pâle à mi-donné à la perfection. « Inspecteur, salua-t-elle, qu'est-ce qui vous amène? J'ai encore quelques questions à vous poser sur la matinée précédant le match. » Cécile le conduisit au salon. « Tu as sûrement déjà tout demandé. Faites-moi plaisir. » Il sortit son carnet. « Où étais-tu entre 10 et 11 heures ce matin-là? » Elle leva le menton. « Dans le jardin avec Madame Hewitt. On décorait des guirlandes. Tu peux lui demander. »« Je le ferai. Et le docteur Channing est-il venu ce matin-là » Les doigts de Cécile se crispèrent sur sa tasse. Brièvement. Pour confirmer les arrangements, il était plutôt distrait. A-t-il parlé de mettre fin à des amitiés? D'interrompre quelqu'un? Elle hésita. Juste qu'il avait fait une erreur. J'ai supposé qu'il parlait de Rosalinde. Il a dit « J'aurais dû m'en douter ». Cray l'a noté. Une dernière question. As-tu déjà vu Rosaline Claire remettre son rouge à lèvres au match de croquet? Cécilie cligna des yeux. Du rouge à lèvres? Oui. Rose pâle. Un témoin pense qu'elle l'a fait juste avant de crier. Cécilie se leva lentement. Je ne l'ai pas vue remettre quoi que ce soit, mais je me souviens de quelque chose d'étrange. Ses gants, elle les avait enlevés plus tôt, mais quand je l'ai vue près de la scène,
elle les portait à nouveau. Gantz? Oui, je m'en souviens, parce qu'ils étaient impeccables. Cray ferma son carnet. Merci, Madame Livingstone. Vous m'avez été d'une grande aide. Dehors, le vent se leva, faisant bruisser les branches le long du chemin. Et tandis que l'inspecteur Cray reculait dans l'ombre du village, Miss Marple, assise sur son porche, observait, les aiguilles à tricoter cliquetant avec une détermination silencieuse. Elle avait aussi vu les gants. Mais surtout, elle avait vu la façon dont Rosaline Clare tenait sa tasse de thé, de la main gauche uniquement. La droite avait tremblé une seule fois, à la mention du nom de Daphné. Un petit détail oublié par tous, et cela allait être le dénouement de tout. L'orage qui avait menacé tout l'après-midi s'est finalement levé peu après minuit. La pluie tombait à torrents sur le village de St. Mildred's, rendant les ruelles pavées lisses et argentées. Le tonnerre grondait tel un tambour lointain sur les collines, et le vent faisait trembler les fenêtres recouvertes de lierre du Honeysuckle Cottage, où Rosalind Clare était assise, raide comme une flèche, incapable de dormir. Elle avait pris l'habitude de verrouiller ses portes la nuit, une habitude qu'elle considérait comme judicieuse dans un monde de moins en moins civilisé, même si peu d'autres au village l'avaient adoptée. Le feu s'était éteint, et malgré le froid de la pièce, elle ne fit aucun geste pour récupérer sa robe. Ses pensées étaient fixées sur quelque chose de plus inquiétant que le temps. Il était un peu plus de 2 heures du matin lorsqu'elle entendit des coups, délicats, délibérés, non pas à la porte, mais à la fenêtre latérale, à moitié dissimulée derrière les rideaux. Elle se leva prudemment et les écarta. Il n'y avait personne là-bas, et pourtant, à son réveil le lendemain matin, un seul cerceau de croquet avait été laissé sur le pas de sa porte, tordu, rouillé, et entouré d'un ruban rose pâle. Elle le fixa pendant une minute entière, avant de le soulever avec précaution et de le placer dans un placard sous l'évier. Au moment où la nouvelle de ce signe particulier parvint à Miss Marple, par l'intermédiaire d'une chaîne de villages compliqués mais fiables, impliquant Madame Dray, la maîtresse de poste, et Emily Summersby, le soleil du matin avait séché les rues, et la tension qui avait crépité avec la tempête persistait encore dans l'air. Miss Marple était assise tranquillement dans son salon, remuant une tasse de thé au citron. Elle avait entendu l'histoire, bien sûr, et elle avait déjà déduit ce que la plupart ignoraient. Le cerceau n'était pas une menace, c'était un message. Mais de qui et à quelle fin? Elle a rangé l'information, une nouvelle pièce d'un puzzle dont l'image n'était pas encore complètement formée. Plus tard dans la matinée, une soudaine agitation éclata à la résidence Warburton. C'était Freddie Clark, le visage rouge et agité, debout sur le perron, exigeant de parler à Daphné. Miss Marple, passant devant lui pour aller chez le marchand de fruits et légumes, ne ralentit pas le pas, mais observa la scène d'un œil exercé. La voix de Freddie portait « Vous ne la protégez pas en la gardant enfermée » cria-t-il à Madame Warburton qui se tenait fermement dans l'embrasure de la porte. « Elle a besoin de repos, pas de vos cris » répondit la vieille dame. « Laissez-nous tranquilles, je veux juste lui parler, s'il te plaît. Elle ne veut pas te voir. » Miss Marple tourna au coin de la rue au moment même où la voix de Freddie se brisait. « Je n'ai rien fait. J'ai juste essayé d'aider. » Une voisine, mademoiselle Sims, qui observait depuis son jardin, murmura à personne en particulier « Le pauvre garçon va devenir le suspect numéro 1 à ce rythme-là. » À midi, l'inspecteur Cray est arrivé à la boucherie de Freddie, moins pour interroger que pour observer. « J'ai entendu dire que vous aviez rendu visite au Warburton. » dit Cray debout juste à l'intérieur du magasin pendant que Freddie rangeait les côtelettes dans la vitrine avant. « Elle ne veut pas me parler. Elle ne veut voir personne. C'est peut-être mieux pour l'instant. La situation est délicate. » Freddie renifla. « Délicate. C'est comme ça qu'on appelle un village entier qui lui tourne le dos ?» Cray l'observa. « Dis-moi quelque chose, Freddie. Où étais-tu juste après la fin de la tempête? Vers 14 heures. » Freddie leva les yeux en fronçant les sourcils. « Endormi ou d'autre?
Quelqu'un avec vous? Non, dit-il d'une voix tendue. Je vis seul. Cray hocha la tête, mais son stylo flottait. Tu ne serais pas allé te promener, alors? Parti près de Honeysuckle Cottage? Qu'est-ce que tu insinues? Je ne le suis pas. Je demande juste. Freddy serra les dents. Je ne joue pas, inspecteur. Non, dit Cray. Mais tu t'en soucies profondément, peut-être suffisamment pour rendre quelqu'un nerveux. Ce soir-là, alors que les cloches de l'église sonnaient 6 heures, une douce ondulation parcourut à nouveau le village. Cette fois-ci, non pas provoquée par des ragots, mais par une annonce. Cecily Livingstone avait convoqué une réunion, impromptue au manoir. Il s'agissait, selon elle, de clarifier des malentendus et de préserver l'honneur du nom Livingstone. Les invitations se faisaient non pas par lettre, mais de bouche à oreille, garantissant ainsi la présence des personnes les plus compétentes. Miss Marple, bien sûr, reçut sa convocation par l'intermédiaire d'Emily Summersby, qui ajouta essoufflé « Elle va donner des noms, c'est ce que j'ai entendu, elle en a assez des chuchotements. » La réunion eut lieu sur le terrain de croquet où le docteur Channing était décédé, bien que son nom ne fût pas mentionné dans l'invitation. Les chaises, disposées à la hâte en demi-cercle, étaient humides de l'orage nocturne, et une légère trace maculait encore les pierres là où le sang avait autrefois noirci l'herbe. Cécile apparut juste après l'arrivée du dernier invité, vêtue de vert foncé, les cheveux tirés en arrière pour dégager son visage pâle. Elle se tenait devant les villageois, son expression imitant celle du marbre sculpté. « Merci à tous d'être venus, » dit-elle d'une voix glaciale. « Je ne vous retiendrai pas longtemps. » Les gens s'agitaient, mal à l'aise. Rosaline Clare se tenait à l'écart des autres, les mains gantées jointes devant elle. Daphne Warburton était absente. « J'ai vu ce village se dévorer la semaine dernière, » poursuivit Cécilie. « J'ai entendu des spéculations, des accusations et des rumeurs sur presque tous ceux qui ont foulé cette pelouse. Mon mari, Dieu lui accorde sa paix, aurait trouvé tout cela plutôt vulgaire. Murmure. Mais la vérité, je crois, est plus ordinaire, tragique, certes, mais humaine, et j'ai l'intention de l'exprimer clairement. » Miss Marple, assise, près du premier rang, inclina légèrement la tête, les yeux brillants d'intérêt. « Je crois que Geoffrey Channing a été tué, non pas par passion ni par malveillance, mais parce que quelqu'un croyait protéger quelqu'un d'autre. Un sens, de la justice mal avisée peut-être, ou de l'amour. » Elle se tourna pour regarder directement Freddy Clark. Un halètement. Freddy se raidit. « Qu'est-ce que tu racontes? Je dis que je t'ai vu ce jour-là près de la haie. Tu ne jouais plus. Tu regardais Daphné. Tu la regardais avec Geoffrey. »« Ce n'est pas un crime, » marmonna Freddy. « Non, » répondit Cécile. « Mais quand Geoffrey l'a refusé, quand il a dit quelque chose de cruel, je t'ai vu bouger. Je n'y ai pas prêté attention à l'époque. Mais maintenant, » Freddy le regarda tour à tour, la panique grandissant dans ses yeux. « Ce n'est pas vrai, je ne l'ai pas touché, je n'ai pas... » La voix de Cécile se durcit. « Tu étais protectrice. Trop protectrice. » Miss Marple se leva alors, silencieusement mais fermement. « Madame Livingstone, pardonnez-moi, mais vous avez tort. L'assemblée entière semblait figée. »« Je ne doute pas que vous ayez vu Freddy, » poursuivit Miss Marple en se tournant lentement vers le groupe. « Mais ce que vous avez vu n'était qu'un instant d'une histoire plus longue. Une pièce du puzzle, pas le tout. Et alors ?» demanda Cécile, essoufflée. La voix de Miss Marple resta ferme. « La question n'est pas de savoir qui avait un mobile, beaucoup en avaient, ni qui en avait l'occasion, mais qui est resté, calme, trop calme, qui a observé non par amour mais par calcul. » Elle se tourna très légèrement vers Rosaline Clare, qui a remis son rouge à lèvres, qui a enfilé des gants, qui n'a laissé aucune empreinte, et qui, plus tôt dans la journée, a reçu une lettre annonçant que Geoffrey Channing avait finalement décidé de revenir sur sa promesse, son argent, sa protection. Le visage de Rosalind était impassible, mais dans ses yeux une lueur sombre vacillait. « Tu n'as aucune preuve, » dit-elle doucement. « Pas encore, »
répondit Miss Marple, mais vous savez que j'ai raison. Le silence qui suivit était plus épais que n'importe quel nuage d'orage. La foule se dispersa lentement de la pelouse de Cecily Livingstone, telle la suite d'un cortège funèbre, un cortège de certitude, de simplicité de leurs soupçons. Personne ne s'attendait à ce que la suggestion calme et pourtant accablante de Miss Marple soit si directe, si convaincante. Et personne, peut-être même Miss Marple elle-même, ne s'attendait à ce que Rosalind Clare réponde à l'accusation par un silence si glacial qu'il ressemblait presque à une confession. Pourtant, aucune accusation formelle n'avait été portée. Aucun agent ne s'était avancé pour lui poser une main sur l'épaule. Rosalind avait simplement baissé les yeux, esquissé un léger sourire et traversé le terrain de croquet avec une grâce tranquille, dépassant l'herbe où Geoffrey Channing était tombé, les spectateurs dont les regards se fixaient sur elle comme des volets se refermant. Dans le cottage de Honeysuckle Lane, elle se versa un verre de sherry et alluma une cigarette, les mains fermes. Elle ne pleura pas. Elle n'avait jamais pleuré. Au même moment, l'inspecteur Cray se tenait devant la porte du jardin de Miss Marple. « Tu es sûr ?» demanda-t-il, sans entrer encore, comme si le seuil de son cottage nécessitait une permission différente. « De la plupart des endroits. »« Non, inspecteur, » répondit Miss Marple depuis sa chaise en osier sur le porche. « La certitude est rare à ce stade, mais je suis confiante. » Il entra et retira son chapeau. Toujours aucune preuve matérielle. Non, mais les preuves humaines sont une autre affaire. Sa réaction, ou plutôt la façon dont elle a agi, point pas réagir en dit long. Si je puis me permettre, inspecteur, nous n'avons pas affaire à une femme qui agit à la hâte. Elle est précise, maîtrisée. Elle a tout planifié. Mais comment? Miss Marple posa son tricot. Vous vous souvenez du cerceau de croquet tordu retrouvé près de la Seine? Il a probablement servi à simuler la chute. Une poussée, un placement délibéré, peut-être même un objet posé au sol, pour s'assurer que Geoffrey trébuche ou perde pied. Mais la force du coup est venue après. Un coup unique, non pas de rage, mais de résolution. Cray fronça les sourcils. Tu crois qu'elle l'a frappé intentionnellement alors qu'il était à terre? Après s'être assurée que personne ne la regardait. Elle aurait eu besoin d'un moment seul avec lui derrière la haie. Il se frotta la tempe. On a encore besoin d'une confession, ou de quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. Miss Marple lui lança un regard pensif. Alors nous allons l'aider à nous en donner un. Le lendemain, la lumière se leva avec une clarté trompeuse. Le village, encore sous le choc de la soirée précédente, était plus calme que d'habitude. Les commerçants servirent les clients presque à voix basse, et la postière était vêtue de noir, malgré l'absence d'enterrement officiel. C'était une sorte de deuil de l'illusion d'innocence du village. Miss Marple fit envoyer une invitation à Madame Clare, non pas par lettre, mais par le seul moyen auquel elle faisait confiance en ce genre de situation. Les ragots. Emily Summersby reçut le signal, et dans l'heure qui suivit, on apprit que Miss Marple organiserait une petite réception pour le thé dans son jardin. Juste quelques amis, vous comprenez? Pas de désagrément, juste de la politesse. C'était, dit Émilie d'un ton grave, pour sauver les apparences. Cet après-midi-là, les invités arrivèrent un à un. Cecily Livingstone impeccablement, posée. L'inspecteur Cray assis légèrement à l'écart, feignant d'être absorbé par sa conversation avec Madame Hewitt. Freddie Clark, tirant nerveusement sur ses manches. Même Daphné Warburton était sortie de sa solitude, pâle mais assurée. Et puis Rosalind Clare est arrivée. Elle portait du gris tourterelle, un chapeau penché et des gants. Toujours les gants. Elle sourit faiblement à Miss Marple et accepta. Une place près des roses. C'est gentil de votre part de m'inclure, dit-elle doucement. J'avais peur d'être devenue persona non grata. Miss Marple lui offrit une tasse de thé. N'importe quoi. J'ai toujours pensé qu'après un orage, il fallait ouvrir les fenêtres et laisser entrer la lumière. Il
Qu'il y a un murmure d'approbation de la part de Cécilie, bien que ses yeux restèrent froids. La conversation s'est d'abord portée sur la météo, puis sur l'exposition florale locale, puis, avec un petit coup de pouce de Miss Marple, sur le croquet. « Un jeu tellement précis, » dit-elle doucement. « Tout dépend de l'angle, du poids, des moindres détails. Ce n'est pas un jeu pour les brutes, » ajouta Cécilie. « Il exige plus de finesse que la plupart des gens ne le croient. » Rosaline sourit. « J'avoue que je n'ai jamais vraiment aimé ça. Tous ces allers-retours. Tant d'attentes. » Miss Marple se tourna vers elle. « Je crois que tu as gagné le match de l'année dernière, n'est-ce pas? »« Oui, » dit Rosalinde avec fierté. « Et Geoffrey m'a dit qu'il n'avait jamais vu personne aligner un tir avec une telle précision. »« En effet, » dit doucement Miss Marple. « Et pourtant, j'ai cru comprendre qu'il enseignait la même technique à Daphné il y a quelques semaines à peine. Elle lui avait expliqué que sa méthode était très détaillée. Il lui avait expliqué qu'un simple décalage d'1 centimètre pouvait faire dévier la balle de sa trajectoire. » Les yeux de Rosalinde brillèrent. « Oui, eh bien, Geoffrey aimait qu'on ait besoin de lui. » Il y eut alors un silence, et Miss Marple le laissa s'étirer juste assez longtemps. « Dis-moi, dit-elle, te souviens-tu où tu as placé ton maillet après ton tour ce jour-là » Rosalinde cligna des yeux. « Mon maillet ? Oui. Tu étais en couple avec Geoffrey, n'est-ce pas? Tu as dû en avoir un. Je suppose que je l'ai remis dans le support. » Miss Marple hocha la tête. « Seulement, Freddy se souvient avoir vu un maillet derrière la haie. Laissez-la. Son manche était fêlé. Il l'a remarqué car il a failli le ramasser lui-même. » Rosalinde marqua une pause. « Alors c'était peut-être celui de Geoffrey. »« C'était possible, » dit Miss Marple. « Mais Geoffrey était méticuleux. Il utilisait toujours le maillet à manches bleues. Celui-là était le mieux entretenu. » Il y eut un moment de silence. Puis la voix de Rosalinde, toujours aussi douce, « Tu insinues que je l'ai laissé là exprès ?»« Je suggère, » répondit Miss Marple, « que vous soyez retourné à cette haie après le départ de Daphné. Que vous ayez trouvé Geoffrey seul, déjà en train de battre en retraite. Que vous ayez dit quelque chose pour l'arrêter, quelque chose de définitif. Et quand il s'est retourné, vous avez poussé. Ou peut-être a-t-il trébuché. Quoi qu'il en soit, il est tombé. Et puis, une autre pause. Tu as vu l'instant, et tu l'as saisi. » Tous les regards étaient désormais braqués sur Rosalinde. Sa tasse de thé était restée intacte dans sa main. Son visage était pâle, mais serein. « C'est toute une histoire, Miss Marple. Je pense que vous avez vécu une sacrée histoire, Madame Claire, » dit-elle doucement. « Veuve jeune, recommençant votre vie dans un village qui vous regardait avec suspicion. Vous vous êtes accroché à un homme non pas parce que vous l'aimiez, mais parce qu'il vous offrait une protection. Et lorsqu'il a menacé de vous la retirer, vous avez agi. » Pourtant, Rosalinde ne dit rien. Miss Marple prit sa sacoche et en sortit un objet enveloppé dans un mouchoir en lin. Elle le déplia lentement, révélant un gant, crème doublé de soie, déchiré au poignet. On l'a trouvé près de l'allée du jardin il y a 2 matins, juste sous la haie. Ce n'est pas une paire de la boutique du village, à toi, je crois. Et taché. Les yeux de Rosalinde se plissèrent. Taché de quoi? La voix de Miss Marple était douce, avec de la craie de croquet, la même que celle utilisée pour marquer la limite ce jour-là. Rosalinde se rassit dans son fauteuil, les lèvres légèrement entr'ouvertes. Pour la première fois, son masque glissa, juste un instant. « Cela ne prouve rien, dit-elle, même si sa voix avait perdu son équilibre. »« Non, » acquiesça Miss Marple, « mais c'est un rien parmi tant d'autres qui, mis bout à bout, forment quelque chose de très distinct. » Et puis, pour la première fois, Rosalinde rit. Pas un rire léger, mais un son court et cassant. « Bravo, Miss Marple, votre piège est magnifique. » La table s'est immobilisée. Rosalinde se leva et regarda les invités. Il allait m'épouser. Vous savez, c'était sa promesse. Et puis, à cause d'une lettre, d'un vieux texte insensé, d'une fille qui le connaissait à peine, il a changé d'avis.
Il a dit que ce serait plus simple si je partais. Elle regarda Miss Marple avec un air de défi. J'ai été invisible toute ma vie, et pendant un instant je ne l'étais plus, je ne m'excuserai pas de vouloir le garder. Elle se tourna vers Cray qui se tenait maintenant debout, le visage grave. Tu ferais aussi bien de m'accueillir. Miss Marple ne dit rien. Elle se contenta de replier le linge sur le gant, les doigts fermes, tandis que Rosalind s'éloignait, le dos droit, à pas mesurés, personne ne parla. Pas encore. Et dans le silence qui suivit, Miss Marple prit à nouveau son thé, maintenant froid. On dit souvent que le meurtre est une question de rage, dit-elle doucement. Mais le plus souvent, c'est la peur d'être oublié, rejeté, effacé. Et ça, mes chers, ça peut être bien plus dangereux. Ce n'est pas l'arrestation elle-même qui a suscité le plus de remous à Sainte Mildred, mais la manière dont elle s'est déroulée, calme, courtoisie et d'une sérénité presque inquiétante. Rosalind Clare n'a pas résisté lorsque l'inspecteur Cray est arrivé à Honeysuckle Cottage plus tard dans l'après-midi. Elle a ouvert la porte, ses gants à la main et une valise sur le seuil. « J'imagine que vous préférerez l'entrée de « derrière », dit-elle sèchement. « Ça évitera des tracas pour les voisins. » Elle avait fait ses bagages comme si elle partait en week-end. Chemise de nuit en soie, brosse à cheveux, pas de livres, pas de photos. Juste les choses pratiques qu'une femme emporte quand elle n'a pas l'intention de revenir. Miss Marple, quant à elle, restait à la maison, son jardin ombragé par des nuages à la dérive, les oiseaux étrangement silencieux, comme s'ils comprenaient eux aussi que la paix du village avait été rompue, d'une manière que même le temps mettrait du temps à réparer. L'inspecteur Cray est venu après le dîner. Florence avait disposé un plateau léger, du saumon froid, des pommes de terre nouvelles, et un gâteau éponge dont les couches soignées trahissaient son désir d'apporter une touche de douceur aux événements de la journée. Miss Marple invita Cray à s'asseoir près de la cheminée, et là, tandis que l'horloge de parquet tic-taquait solennellement, elles passèrent en revue ce qui s'était passé. Elle n'a jamais avoué l'acte lui-même, a déclaré Cray, mais elle a avoué tout ce qui l'entourait. Le mobile, le ressentiment, les gants. Elle a même admis avoir récupéré le maillet par la suite et l'avoir remis sur le râtelier. Elle a prétendu que c'était de l'instinct, du rangement. Miss Marple remua son thé. C'est une phrase révélatrice. On ne range pas sans avoir l'impression d'avoir fait du désordre. Et Rosalind Clare n'était pas une femme sujette au désordre. Cray se renversa dans son fauteuil en se frottant le menton. Par moments, j'ai douté que tout se passe comme prévu. Les rumeurs ont tout brouillé. Même les témoins ont commencé à se contredire. Comme souvent, dit doucement Miss Marple, parce que les ragots naissent de la peur et de la projection. On ne ment pas toujours pour tromper, inspecteur. Parfois, on ment pour protéger ce qu'on a besoin de croire. Cray hocha la tête, l'oreille mi-ouverte, tandis qu'il retournait quelque chose dans sa main. Le gant de soie crème que Miss Marple avait récupéré. On l'avait épousseté à la recherche d'empreintes. Il n'y en avait aucune. Un point en soie. « Elle a bien joué », murmura-t-il. « Presque trop bien. Mais qu'est-ce qui a finalement fait basculer la situation ?» Miss Marple regarda le feu. « Ce n'est pas ce qu'elle a fait, inspecteur, c'est ce qu'elle a fait. N'a pas une femme amoureuse ne regarde pas l'homme qu'elle prétend adorer avec la sérénité d'une actrice de théâtre. Et lorsqu'il gît mort, terrassé derrière une haie, elle n'en ressort pas en pleurs, sans larmes. Elle ne remet pas son rouge à lèvres. » Cray émit un petit grognement d'appréciation. « Tu as aussi remarqué les gants. Plus que les gants, répondit-elle. Rosalind était trop prudente, trop soucieuse de la perception qu'on avait d'elle. Et quand le maillet aux manches fêlées est apparu derrière la haie, j'ai su que ce n'était pas celui de Daphné. Daphné n'aurait jamais choisi un modèle défectueux. Elle était trop soucieuse d'impressionner. » Cray hocha la tête. « Et Freddy ?» Miss Marple sourit faiblement. « Ah, pauvre Freddy, partagé entre culpabilité et courage. Il a assisté à la confrontation près de la rivière, mais n'a rien dit, craignant que cela n'implique davantage Daphné. Et peut-être craignait-il qu'en agissant plus tôt, on aurait pu éviter quelque chose.
Cray soupira. Il a vécu ça, celui-là. Ils l'ont tous fait, dit Miss Marple. Même Cicely, même si elle ne l'admettrait jamais. Le chagrin a le don de faire taire l'âme, inspecteur. Et Geoffrey Channing a laissé derrière lui bien plus qu'un corps. Il a laissé derrière lui des questions sur ce que cela signifiait d'être utile, admiré, craint. Cray s'est levé pour partir, puis s'est arrêté. Encore une chose, ce panier de croquets, celui laissé devant la porte de Madame Claire avec le ruban rose, une idée de qui l'a laissé? Les yeux de Miss Marple pétillèrent. Un village est composé de plusieurs personnes, inspecteur. Mais je crois que ce n'était pas une menace, mais un miroir. Quelqu'un aurait voulu que Rosaline sache qu'elle avait été vue. Peut-être Cécile, peut-être même Daphné. Cray cligna des yeux. Daphné? Elle n'est pas aussi fragile qu'on le croit, dit calmement Miss Marple. Son chagrin l'a rendue plus sage. Pas vengeresse, mais vigilante. L'inspecteur partit tranquillement, et Miss Marple retourna à sa chaise, serrant son châle contre elle tandis que la soirée s'approfondissait. Le lendemain matin, le village s'animait d'une énergie méfiante. La boucherie rouvrit, le courrier arrivait, et à la résidence Warburton, Daphné était assise avec sa mère sur le porche, un livre ouvert sur ses genoux, mais non lu. Une silhouette remontait le chemin. Freddie Clark tenait un petit bouquet de fleurs sauvages. Il s'arrêta devant le portail. Madame Warburton se leva. « Je vais entrer. » Daphné leva les yeux. « Tu n'es pas obligée. Elle a besoin de paix, » dit doucement Madame Warburton. « Et vous aussi, peut-être. » Freddie s'avança. « J'ai pensé que ça pourrait te plaire. » Elle prit les fleurs et ne dit rien au début. Puis, « Je ne t'ai jamais remercié d'avoir parlé. J'aurais dû le faire plus tôt. »« Non, dit-elle d'une voix ferme. Il est venu quand il le fallait. Parfois, le silence nous protège, mais d'autres fois, il nous maintient cachés. » Freddie hocha la tête. « Je ne savais pas comment aider. Peut-être que le simple fait d'être ici est suffisant. » Ils étaient assis ensemble sur les marches, parlant peu, le genre de silence qui ne faisait plus mal. Plus tard dans la semaine, le village célébra une brève cérémonie en l'honneur du docteur Channing. Pas de sermon élaboré, pas d'hommage grandiose, juste un hymne, une lecture des psaumes et quelques mots du vicaire sur la complexité du cœur humain. Miss Marple n'assista pas à la réception qui suivit. Elle rentra chez elle et prit une lettre dans son bureau, une lettre qu'elle avait gardée précieusement. Elle était arrivée 1 semaine avant le meurtre de son neveu Raymond, à Londres. « Chère tante Jane, il faut absolument venir. » Lady, ville est épouvantable par certains côtés, mais les théâtres proposent des spectacles de meurtres insolites, des salons, des fêtes masquées et des rebondissements qui vous feraient me sourciller. Je pense que vous apprécierez énormément. Elle sourit, le replia et le remit dans le tiroir. Peut-être partirait-elle, mais pas encore. Il y avait toujours une autre histoire à Saint Mildred, un autre murmure, un autre coin du jardin laissé sans mauvaises herbes, et même si le crime derrière le match de croquet avait été résolu, les ondulations continuaient de se propager dans l'eau. Les derniers jours de septembre arrivèrent à Saint Mildred's, avec une douce résignation. Les feuilles des marronniers prenaient une teinte cuivrée sur les bords, et la fumée des cheminées recommençait à s'élever doucement au-dessus des toits. On aurait dit que le village avait pris une grande inspiration après la tempête, et s'était installé dans ce rythme incertain mais durable que seuls connaissent les endroits où la tragédie a frappé, et quitté. Rosaline Claire était partie. Elle n'avait opposé aucune résistance lorsque le magistrat l'avait formellement inculpée. Elle n'avait prononcé aucun discours solennel, ni aucun démenti passionné, ni aucun aveu soudain. Au contraire, elle avait gardé le même silence posé qui avait autrefois enchanté ses admirateurs et qui les troublait désormais. Les journaux avaient fait preuve d'une retenue décevante. Meurtre au croquet dans un village de campagne fit une brève apparition sous un article plus long sur un conflit ferroviaire à Leeds. Il n'y avait aucune illustration, aucun croquis de tribunal. Seule une poignée de personnes se souviendraient de son nom dans 5 ans.
Mais à Sainte Mildred, il s'en souviendrait. Il se souviendrait du claquement du maillet, du cri, de l'onde de choc sur la pelouse. Il se souviendrait du changement, troublant dans leurs regards sur leurs voisins, pas seulement sur Rosalind Clare, mais sur eux-mêmes. Et peut-être plus particulièrement, il se souviendrait de la silhouette de Miss Jane Marple, assise près de ses rosiers, les mains occupées à tricoter, tandis que rien ne lui échappait. Le vendredi suivant les funérailles du docteur Channing, l'épouse du pasteur, Madame Hewitt, passa prendre le thé au cottage de Mademoiselle Marple. Elle apporta une petite boîte de biscuits au miel et une expression de sympathie soigneusement dosée. « C'est étrange, Jane, » dit-elle après un long silence. « Comme les choses sont revenues à la normale, et pourtant, pas du tout. Je suis passé devant le terrain de croquet hier. Ils ont enlevé les banderoles. Les maillets ont disparu. Même l'herbe semble avoir repoussé à l'endroit où c'est arrivé. » Miss Marple hocha la tête. « Oui, l'herbe est très tolérante. » Madame Hewitt pencha la tête. « Et pourtant, les gens disent que le village est différent maintenant. Plus calme d'une certaine manière. Moins confiant. »« Ça passera, » dit doucement Miss Marple. « La confiance, comme les bulbes de crocus, renaît au printemps, mais peut-être avec un peu plus de prudence qu'avant. » Ils sirotèrent leur thé. Le silence entre eux était de ceux que seuls les habitants de longue date des petits villages pouvaient partager sans problème. Après le départ de Madame Hewitt, Mademoiselle Marple passa près d'1 heure à ranger son tiroir à correspondance. Elle sortit une vieille carte de Noël de Geoffrey Channing et la plaça sous une pile de circulaires paroissiales. Elle trouva également un mot que Daphné Warburton avait écrit des années auparavant, « enfant », la remerciant pour une tarte aux prunes et décrivant un nid d'oiseaux dans la haie de sa mère. Mademoiselle Marple sourit à l'écriture maladroite et bouclée et le mit de côté, peu disposée à s'en séparer. Cet après-midi-là, l'inspecteur Cray revint, non pas à titre officiel, mais avec une bouteille de cordial à la fleur de sureau et une miche de pain rustique sous le bras. « J'ai pensé qu'il était temps de vous remercier comme il se doit, » a-t-il déclaré. Miss Marple accepta le cadeau avec un sourire modeste. Il est assez rare qu'un inspecteur de police remercie une vieille fille pour son ingérence. Cray gloussa. « Vous ne vous mêlez pas de tout, Miss Marple. Vous démêlez. » Ils étaient assis sur le banc du jardin. Les abeilles bourdonnaient faiblement autour de la lavande. Le vent soufflait une fraîcheur qui évoquait octobre. Cray se tourna pensivement. « J'ai vu mon lot de crimes. Mais celui-là, ce n'était pas de la haine, si. » « Non, » répondit Miss Marple, « c'était une question de désespoir. Rosalind avait bâti sa survie sur le fait d'avoir été choisie, d'abord par son défunt mari, puis par le docteur Channing. Lorsqu'il a retiré cette décision, le sol s'est effondré sous ses pieds. Elle aurait pu s'en aller. Elle aurait pu, acquiesça Miss Marple, mais s'en aller exige de l'humilité. Et Rosalind, malgré tout son charme, n'avait jamais appris à rester invisible. Cray regarda le jardin. « Et Daphné ? Elle ira bien, avec le temps, » dit Miss Marple. « Elle a la force de sa mère, mais une conscience du monde plus développée qu'autrefois. La douleur fait mûrir certaines personnes, inspecteur. Elle s'en remettra, même si elle n'oubliera peut-être jamais. Voudrais-tu qu'elle le fasse ?» Miss Marple hésita. « Non, l'oubli permet au même schéma de se reproduire. Mieux vaut se souvenir, avec douceur. » Cray se leva et essuya les miettes sur ses genoux. « Tu as déjà pensé à écrire tout ça ?» Elle rit. « Je trouve le tricot plus utile, mais peut-être qu'un jour, si personne d'autre ne veut dire ce qu'il faut dire, ça ira. » Dimanche, le terrain de croquet a accueilli un rassemblement d'un genre différent. Cecily Livingston, entourée de 2 membres du conseil paroissial, a organisé un thé en mémoire de Geoffrey Channing, non pas pour le célébrer, mais pour permettre au village de faire son deuil en public. C'était un geste astucieux. Sous couvert de sandwich aux concombres et de génoises, les gens ont pu se rassembler, discuter et transformer leur malaise commun en quelque chose de plus acceptable. Miss Marple est arrivée comme toujours avec une ponctualité tranquille. Freddie Clark se tenait derrière une table, servant de la limonade. Il avait meilleure mine,
moins comme un orage sur le point d'éclater. Daphne Warburton, les cheveux simplement attachés en arrière, portait une robe grise douce et se tenait à côté de sa mère, lui offrant des biscuits avec un sourire discret, toujours prudent, mais sans douleur. J'ai entendu dire qu'on a demandé à Daphné d'aider à la bibliothèque du village, murmura Madame Summersby à Mademoiselle Marple, tandis qu'elle faisait la queue pour les scones. Apparemment, elle est douée pour le catalogage. Elle a toujours été douée pour l'ordre, dit Miss Marple. Même si la vie n'a pas toujours été ordonnée pour elle, je suppose qu'elle et Freddy pourraient redevenir. Eh bien, amis, le temps nous le dira. Au bout de la pelouse, Cécile prononça un bref discours de bon goût, sobre, et curieusement dénué d'émotion. Le docteur Channing a servi ce village pendant de nombreuses années, a-t-elle déclaré. Il n'était pas exempt de défauts, comme nous tous. Mais il a donné généreusement de son temps et de son esprit. Nous nous souvenons de lui tel qu'il était, un membre de notre petit monde. Et comme tous ceux qui le traversent, il laisse derrière lui des ombres et des questions. Et pourtant, la vie comme le croquet continue. Certains applaudissaient, d'autres acquiesçaient. Personne ne pleurait. Miss Marple resta assise seule un moment, après que les autres se furent dispersés, observant la brise onduler sur l'herbe. 2 moineaux sautillaient entre les haies. Les maillets étaient rangés pour l'instant, mais quelqu'un avait laissé une boule rouge au milieu de la pelouse, oubliée, ou peut-être placée délibérément. Alors qu'elle se levait pour partir, elle s'arrêta et regarda une fois de plus le sol où un homme était mort. Un village s'était replié sur lui-même, et la vérité avait été ramenée à la surface non pas par la force, mais par la patience et l'observation. Ce n'était pas la malveillance qui avait motivé cet acte, elle le savait, ni la folie, mais plutôt le plus humain des motifs, la peur d'être déstabilisée, rejetée, invisible. Et dans le silence qui suivit, Miss Marple attrapa son sac à main où l'attendait une nouvelle pelote de laine, bleu pâle, douce, idéale, pour une couverture pour bébé que Florence avait demandée pour sa nièce. Après tout, la vie ne s'est pas arrêtée à cause d'un meurtre.